Galos, voilà. J'ai commencé en fait avec mon père, qui me prêtait des livres ou qui me donnait des livres de développement personnel. Et c'est vrai qu'à l'âge de 10 ans, il a commencé à me faire lire des livres d'Anthony Robbins, de Napoléon Hill, comme Réfléchissez, devenez riche, enfin ce genre de livres. Donc ça surprenait un petit peu ma mère. Mais en fait, c'est vrai que tout ce que l'on entend ou que l'on lit dans ces livres ou dans ce genre d'événements, il faut souligner qu'on ne l'apprend pas à l'école. Alors que les mécanismes qui nous permettent de prendre conscience de nos pouvoirs intérieurs sont prépondérants pour réussir dans la vie, ou au moins avoir la vie que l'on veut avoir. Donc j'ai rapidement pris conscience en fait que ce que l'on pouvait apprendre dans ce genre de livres, ces bouquins, c'est vrai, ils sont très développés aux États-Unis, théorie du positivisme, enfin développement personnel, tout ce genre de choses, l'étaient beaucoup moins en France. Donc j'ai commencé à me familiariser avec ces bouquins et à prendre conscience tout simplement que si on voulait, on pouvait. Voilà, tout simplement. À l'âge de 18 ans, j'ai commencé à démarrer en fait un entraînement de culture physique. J'étais assez maigre à ce moment-là. Je pesais 55 kg pour 1m80 et je me suis dit tiens, pourquoi pas se muscler. Au départ, j'étais pas forcément sportif ni favorisé dans ce genre d'activité. Voilà, donc là je vais vous raconter un petit peu mon histoire et comment de fil en aiguille j'ai pu, quelques années après, en arriver à pouvoir acheter une villa sur le toit à quasi 1 million d'euros, en fait, voilà. Bon, c'est un titre peut-être un peu accrocheur et un peu putaclic, comme on pourrait dire un peu sur internet, mais en fait je vous raconte simplement avec sincérité simplement ce qui s'est passé sans qu'au départ je sois au courant de ce qui se passerait plus tard, en fait, voilà. Donc voilà, donc à 18 ans j'ai commencé la culture physique, j'ai commencé en fait à me développer en lisant des livres d'entraînement, de sport, de développement personnel. J'ai commencé à prendre conscience que l'esprit pouvait changer le corps. Et il pouvait également se projeter pour pouvoir accomplir tout ce que l'on avait envie de faire. Voilà, c'est-à-dire être heureux, pouvoir se construire personnellement, amicalement, sentimentalement, professionnellement, et que en faisant tout simplement des efforts personnels, la somme de tous ces efforts pouvait conduire à nos désirs, en fait, voilà, tout simplement. J'ai eu aussi peut-être une éducation où on m'a appris en tout cas à respecter la réussite des autres, à ne pas les jalouser, à pouvoir s'inspirer des autres, à aider les autres. Donc c'est pour ça que je me reconnais pas mal sur ce que j'ai pu entendre aujourd'hui de ta part Johan et de la part de Enzo, puisqu'on retrouve un petit peu la même manière de fonctionner. Et on retrouve cette ambiance aussi aujourd'hui, je trouve, avec les quelques personnes que j'ai pu rencontrer, où il y a beaucoup d'échanges, on sent que tout le monde veut avancer, partager et réussir, et avancer en tout cas. Voilà. Bon, je vais avancer la slide. Alors non, ça j'avais dit. Alors oui, j'ai commencé à 55 kg pour 1m80, donc moi j'ai voulu en tout cas avoir le désir de me développer. J'ai commencé à lire en fait tous les livres qui pouvaient s'apparenter en tout cas au sport de la culture physique. J'ai 42 ans, à ce moment-là, bon, il n'y avait vraiment pas internet. C'est-à-dire que pour pouvoir faire la moindre communication, c'était par voie postale, c'était par téléphone, donc il fallait vraiment se bouger un petit peu les fesses pour vraiment arriver à créer du lien social. Voilà, donc là je vais chercher le slide de côté. Voilà. Donc là voilà comment j'étais au début, en fait, à 55 kg, et puis l'évolution petit à petit au fur et à mesure des prises de muscles, donc à 55, à 73, à 85 et ensuite à 92 kg. Et en fait, je me suis servi de cette histoire. Je ne savais pas ce qu'était un storytelling à ce moment-là, mais je m'en suis en fait servi pour construire en fait un métier et une communauté autour en fait de cette évolution, tout simplement. Voilà, j'en ai passé deux. Donc j'ai passé des diplômes d'éducateur sportif au Crêpes de Montpellier et de Mâcon. J'ai été très vite donc salarié, j'avais 20 ans à ce moment-là, donc je viens de Perpignan, je suis venu à Montpellier. Et je me suis rendu compte que dans le salariat, enfin du moins dans la branche où j'étais, c'était très difficile de pouvoir faire quoi que ce soit. Ça pouvait être assez intéressant, on faisait ce qui nous plaisait, mais il n'y avait pas de possibilité d'évolution, c'était très peu payé. On n'était pas dans la position hiérarchique où on pouvait avoir des capacités d'évolution aussi. Donc très rapidement, j'ai monté mon entreprise de coaching sportif. J'ai lancé en 2001, j'étais le premier à Montpellier, j'étais dans la dizaine de coachs en France qui se sont lancés à ce moment-là à part entière dans ce métier.
et qui avait un site internet en relation avec ce sujet. Un site internet que j'avais fait moi-même à l'époque, en 2001, en autodidacte, simplement en ouvrant des livres d'informatique. Grâce à ça, j'ai été référencé très rapidement, donc j'ai un petit peu potassé le référencement, j'allais dans les souris SEO, vraiment il y a très, très longtemps, hein, c'était du temps où Google n'existait pas en fait, hein, c'était Alta Vista. Et grâce à ça, en fait, les médias se sont un petit peu intéressés à moi et j'ai dû faire peut-être une petite quinzaine de passages télé, local, national, grâce à ça. Le référencement, bon, on était, c'est vrai, très peu de coachs à ce moment-là, c'est vrai que maintenant il y a énormément de coachs sportifs. Mais ça m'a permis vraiment d'être une forme de référent et chaque fois que des coachs ont voulu se lancer, alors ça rejoint beaucoup ce que disait Enzo, je les ai jamais pris comme des concurrents, même s'il peut y avoir une forme de concurrence quand on pratique le même métier. J'ai toujours eu des relations assez libres, ouvertes avec tous les nouveaux arrivants. Et au début, j'étais seul, après on devait être 2-3, puis 3-4, etc., etc. Et j'ai toujours eu une forme de communication avec eux. Qui m'a permis d'établir aussi des liens sur le futur. Et je me suis toujours dit que sur un marché, il y a de la place pour toutes celles qui veulent s'en donner les moyens. Alors il n'y a peut-être pas de la place pour tout le monde, mais il y a de la place pour tous ceux qui veulent et sont prêts à travailler dur. Et que tout simplement, les clients sont libres d'aller là où sont les meilleurs coachs. Voilà, et le marché décide simplement ce qu'il se passera. Donc j'ai continué à m'entraîner à Montpellier, et le fait de me lancer en tant qu'entrepreneur, ça m'a permis d'avoir une forme de liberté. Donc certes, on a des contraintes, puisque si on n'a pas de business, on ne peut pas vivre de son travail. Donc on a la contrainte de se dire que peut-être on peut perdre des clients selon la conjoncture. Mais finalement, je me suis dit que par rapport à une salle de sport qui peut faire faillite, la réussite ne pouvait dépendre que de moi. Donc je me suis dit qu'il valait mieux travailler pour moi-même très rapidement, en fait, voilà, dès l'âge de 20-21 ans. Et donc voilà, donc je continue un petit peu. Voilà. Alors la contrainte que j'avais aussi, que je m'étais fixée, c'était de faire donc des actions qui sont en adéquation avec ma morale personnelle. Ma morale personnelle, c'est quoi? C'est pas forcément la loi. On sait très bien que des fois, des personnes peuvent être entre deux lignes de droit et tout en étant moralement discutables. Et parfois, il y a des choses qui sont illégales et qui sont pas forcément tant répréhensibles que ça. Donc moi, j'avais décidé de vouloir faire les choses bien, d'aider les autres, d'être sur un système où, quand je me couche le soir, je sois content de ma journée, satisfait de ce que j'ai fait, en fait. Voilà. Donc je remets un petit peu ce que j'ai mis. Voilà, alors en 2001, j'ai décidé de créer une communauté qui s'appelle Planète Muscle. Alors ça apparaît pas dans les slides. Et cette communauté, c'était assez précurseur à l'époque. J'ai tout simplement mis mes photos avant-après avec l'évolution, en fait. Et donc en 2001, j'ai énormément de gens qui se sont inscrits, il y a des journalistes qui se sont inscrits. Donc j'ai monté un forum qui est en cours de refonte et qui a près de 950 000 messages, plus de 28 000 membres sur ce sujet. J'ai tout fait moi-même, en fait, en autodidacte. Donc j'ai pris un serveur, j'ai appris à l'administrer, un petit peu du SSH, un petit peu de la gestion de serveur par fenêtre graphique. J'ai référencé ce site-là, et ce site-là, selon les périodes, est parfois monté à plus de 200 000 visites par mois, avec des formes de rémunération liées à de l'affiliation ou de la publicité. Ce site m'a permis aussi de pouvoir avoir aussi davantage de passages dans des médias aussi, mais d'en faire bénéficier aussi les autres. Donc ça nous a permis parfois de faire des jeux télévisés ou des émissions sur le coaching ou l'entraînement et d'autres sujets. Donc là, je vais juste avancer. Alors voilà, souvent quand des personnes veulent se lancer dans un domaine, elles me disent mais bon, que faut-il faire pour pouvoir réussir? Et j'ai eu le cas du petit copain à la fille d'un de mes meilleurs amis qui me demandait un petit peu comment faire les choses. On ne peut pas forcément faire un copier-coller pour un coach qui veut se lancer aujourd'hui de ce qu'un autre coach a fait il y a 10 ans par exemple ou 15 ans. On ne peut pas exactement faire les mêmes choses parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de coachs. Donc ce qu'il faut, c'est être précurseur. Ce qui était intéressant à l'époque, c'est que j'étais coach, j'ai fait en fait mon site internet et j'ai pu le faire en fait très très tôt. Voilà, en étant le premier à Montpellier, j'ai pu entraîner les gens les plus importants à Montpellier. Voilà, ce qui m'a créé un réseau personnel et professionnel qui a pu réellement m'aider par la suite, sans que je le recherche en plus. Ça s'est fait comme ça, et de la même manière que moi j'ai pu aussi aider ces personnes-là. Donc aujourd'hui, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est comment on peut être précurseur dans un domaine. Et pour être précurseur, il faut être dans les premiers. C'est sûr que c'est pas forcément évident. On veut souvent, comment dire,
faire la même chose que ce que fait quelqu'un d'autre, mais il ne faut pas aussi hésiter à sortir des codes et à prendre des chemins de traverse. Je me souviens qu'à ce moment-là, personne ne croyait en du coaching privé à Montpellier. Tout le monde, maintenant ça coule de source, mais à l'époque, tout le monde disait c'est pour les stars, les gens ne pourront pas se le payer, c'est pas accessible, il n'y a que Johnny Hallyday qu'un coach sportif. Non mais c'était vraiment ce qu'on entendait. Et je me souviens à ce moment-là, je travaillais dans une salle de sport à Montpellier, donc avant de lancer mon entreprise. Et en fait, il y avait une personne à l'accueil en fait, qui avait passé une licence TAPS et qui avait fait une étude de marché pour voir si réellement il y aurait un marché ou pas dans le coaching sportif. Donc, quand je dis coaching sportif, c'est des cours privés en fait, hein, payés à l'heure. Voilà. Et non pas faire des programmes. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vous payent pour faire tous leurs cours avec vous en fait. Voilà. C'est des personnes qui vous délèguent leur entraînement à 100%. Voilà. Avec l'accompagnement nutritionnel, les changements de style de vie, etc., etc. À ce moment-là, cette personne me dit, écoute, nous, on n'est pas calés pour savoir s'il y a un marché ou pas, parce qu'on discute un petit peu de l'opportunité de créer cette activité. Et il me dit, écoute, moi, j'ai fait demander en fait une étude de marché à Subdeco Montpellier. J'ai demandé une étude de marché. Bon, voilà, c'est chapeauté par un prof qui a fait HEC. Derrière, bon, il y a une ribambelle d'élèves, bac plus 4, bac plus 5, qui vont faire quelque chose de carré, etc. Bon, je dis, ok, bon, on va voir ce que ça va donner. L'étude de marché est formelle, il n'y a pas de clients sur Montpellier. Donc ça rejoignait un petit peu ce qu'on entendait, c'est-à-dire la rumeur, le bruit, mais finalement rien de plus, rien d'avéré. Parce que finalement, même une étude de marché, encore faut-il qu'elle soit en adéquation avec l'activité. Et en fait, à ce moment-là, je crois qu'ils avaient appelé 300 personnes sur Montpellier pour savoir s'il y a des tarifs correspondant à la manière de pouvoir conduire son business. Est-ce qu'il y aurait suffisamment, est-ce que les personnes seraient prêtes à prendre un coach? Parce que c'est vrai que forcément, au moins, si on accumule, on va dire, pas mal d'heures de coaching sportif, ça peut finir par faire des sommes assez importantes. Donc, un client qui va prendre beaucoup de cours, ça peut très vite monter au-dessus de 500, 600, 700, 800, 900 euros par mois ou plus. Donc, effectivement, ça ne s'adresse peut-être pas au départ à tout le monde. Donc, l'étude de marché expliquait qu'il y avait personne. On était dans une agglo à ce moment-là, une agglomération de 420 000 personnes. J'ai simplement eu un petit peu de bon sens. Je me suis dit, mais en fait, si on appelle 300 personnes sur 420 000, il se peut que tout simplement cette personne ne soit pas dans le petit pourcentage de gens en moyen de se payer un coach. Parce que finalement, mathématiquement, on tombe sur très peu de personnes, parce qu'en fait, au départ, on était sur un marché qui était inexistant. Il n'y avait pas de coach à Montpellier. Les personnes ne connaissaient pas forcément cette activité, et ça demandait quand même d'avoir un certain revenu pour pouvoir se payer un coach. Et je me suis dit, en fait, cette étude de marché ne prouve absolument rien. Voilà. Et pas besoin d'avoir de diplôme pour le comprendre. C'est juste de réfléchir par soi-même et d'être sûr de soi. Voilà. Donc je sais que lui, il est parti de France à ce moment-là. Il m'a dit, la France, on peut rien faire. C'est ceci, c'est cela. C'est vrai que c'est le couplet habituel qu'on entend tout le temps. Et au final, moi, franchement, pour avoir entraîné pas mal de gens qui ont réussi, on peut réussir partout dans le monde. Même en France. Voilà. C'est peut-être un scoop, mais on peut réussir même en France. Je connais plein de gens qui ont monté leur boîte, qui les ont revendus à des sommes astronomiques, y compris à Montpellier. Sauf que ça ne se sait pas toujours, sauf qu'on ne connaît pas, sauf que ces personnes sont discrètes parce qu'elles n'ont pas envie d'être emmerdées. Parce que c'est vrai qu'ici, on est entre personnes bienveillantes, on s'apprécie, on veut progresser, on échange, mais finalement, le monde n'est pas toujours comme ça. On le voit, Johan, tu as subi des choses, les gens ne sont pas forcément cool, et c'est vrai que dès que vous voulez faire quelque chose, ben, on est observé. Dès qu'on se met en avant, les gens critiquent. Je pense que les infopreneurs le voient quand ils sont sur Internet, parfois ils sont critiqués, alors que finalement ils obligent personne à consommer, ils donnent énormément, les gens ensuite achètent ou pas. Finalement, je vois pas où est le problème, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc on peut critiquer quand c'est constructif, mais il y a des gens, les gens peuvent devenir vraiment hargneux aujourd'hui. Parce qu'une partie de la population, qu'on le veuille ou non, est un petit peu aigrie et ne se donne pas les moyens de réussir, et ces personnes s'en prendront un peu aux autres parfois. Voilà. Donc, in fine, j'ai commencé à me lancer. J'ai eu mon premier client en 2011. C'était un client à Vauvert, donc j'allais vraiment loin pour faire mes premiers coachings sportifs. J'ai eu aussi quelqu'un de Montpellier. La personne était très étonnée de trouver un coach référencé sur, cette fois-ci, Google, puisque Google est arrivé en même pas un an et demi, il avait fracassé la baraque. Il faut savoir que quand il n'y avait pas Google, il y avait AltaVista. Tout le monde disait c'est un monopole, personne ne pourra prendre la place d'AltaVista. C'est assez incroyable. Et quand Google est arrivé, ça a tout fracassé.
Donc voilà, j'ai eu mes premiers clients. Je me suis dit, mais en fait, il y a un marché beaucoup plus gros que ce que je pense, c'est super intéressant, les gens sont cool, les gens sont sympas, ils sont motivés, et je pouvais enfin accéder quand même à un revenu plus élevé que de se dire que l'on va gagner simplement le SMIC en étant prof de musculation dans une salle de sport, parce que c'est, il faut le dire aujourd'hui, quand vous prenez une salle de sport à Montpellier, vous prenez quelqu'un qui est censé être le directeur de la salle, tout est plus ou moins automatisé, la personne n'est pas un directeur, c'est quelqu'un qui paye le SMIC, qui fait le café, qui passe presque le ménage aujourd'hui, ce n'était pas le cas à l'époque, et la personne doit avoir 150 € de ticket restaurant. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Et encore, ces personnes sont parfois Bac+3, Bac+4. Donc, dans ces conditions-là, aujourd'hui, il faut dire la vérité, la plupart des études donnent un moyen de pouvoir communiquer, écrire, faire des choses de base, mais ne permettent pas d'accéder à un emploi correctement rémunéré, quel que soit le domaine d'activité. Vous prenez même Montpellier, même dans des personnes avocates, par exemple, 40% vont gagner le SMIC. Donc aujourd'hui, quel que soit votre métier, quels que soient vos diplômes, il ne faut pas hésiter à construire votre propre voie. Le diplôme n'est plus la garantie d'une bonne rémunération, hormis les grandes écoles. Globalement, c'est à peu près ça. Voilà, sauf exception. Voilà. Par contre, des personnes qui ont monté des business et qui les ont revendus ou qui font du chiffre d'affaires en étant infopreneurs, il y en a énormément. Dans ma clientèle, j'ai peu d'infopreneurs, j'en ai un ou deux, mais la plupart, c'est plutôt des gens qui ont monté des entreprises dans le domaine de l'innovation, start-up ou plutôt traditionnel. Et j'ai vu quand même des gens vraiment revendre des boîtes. Là, j'ai eu un client à Montpellier qui a acheté une boîte de 15 millions et il a revendu 5 ans après 89 millions d'euros. Donc c'est vrai qu'en même temps, en entraînant des personnes qui réussissent, on est inspiré de soi-même. Et on peut aussi le partager avec d'autres. Voilà. Donc je passe à... Ah oui, voilà, immobilier. Donc immobilier, j'ai acheté mon premier appartement, j'avais 21 ans, en fait. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la plupart des personnes ne pensaient pas acheter de l'immobilier. Aujourd'hui, tout le monde se précipite pour acheter de l'immobilier. Alors que l'immobilier est au plus cher. Pas l'oublier. À cette époque-là, c'était vraiment pas cher. Moi, j'ai acheté mon premier appartement, je vous le transforme en euros, mais c'était en francs, j'ai acheté 12 000 euros. À Montpellier. Tu es gestionnaire de patrimoine, hein, c'est ça. Donc tu connais un peu les quartiers, etc. J'ai acheté un appartement au Cévennes, donc un quartier qui n'était pas très coté, parce que j'avais pas d'argent, j'étais même pas en CDI. J'étais en CDD, dans une salle de sport, avec un salaire pas forcément élevé, voilà. Et j'ai fait un crédit étudiant pour pouvoir me payer mon premier appartement. Voilà. En faisant un BTS zététique par correspondance chez moi, donc j'étais à la Cité Olympique au départ, comme tous les élèves du CREPS de Montpellier. Et après, sans trop en parler à mon père, parce que mon père, c'est vrai qu'il attendait un petit peu que je fasse ce genre de choses, mais il se demandait un peu quand j'allais le faire. Puis tout d'un coup, j'ai un déclic, je me suis dit, allez, j'ai 21 ans, je commence à acheter. Je vais pas forcément acheter dans un super quartier parce que je peux pas. Donc plutôt que de dire je loue et ben, finalement j'aurai jamais rien à moi, je me suis dit j'achète dans un quartier, on va dire moins coté. Voilà, enfin, clairement la part des gens ne veulent pas habiter, hein. C'était les Cévennes à Montpellier. Je dis pas que c'est un mauvais quartier, mais c'est le plus bas de Montpellier en termes comment dire, de standing et de valeur, hein, des appartements, voilà. Mais j'y étais très heureux, j'y ai habité 5 ans, ça s'est super bien passé. Au-delà de l'image de la population, mais finalement les gens étaient super sympas, donc ça aussi, on apprend que la réalité n'est pas forcément la perception de la réalité qui est véhiculée dans les médias. Donc déjà ça aussi, ça a été une première claque. Et là, j'ai pu revendre cet appartement. Alors c'est vrai que bon, là où il faut mettre un bémol, c'est qu'à ce moment-là, l'immobilier était bas. Forcément, après, l'immobilier a fortement monté, donc c'était aussi la bonne occasion de le faire. Mais aujourd'hui, ça semble évident. Mais à ce moment-là, dans les jeunes de aller entre 18 et, on va dire même 26, 27, 28, 30 ans, personne n'achetait à ce moment-là. C'était très rare. La plupart des gens disaient, c'est pas cher, j'achèterai plus tard, je préfère être libre, je fais ce que je veux, je vais où je veux. C'est bien, mais on capitalise jamais aussi. Voilà. Et si on commence pas tôt, en plus, il y a un truc, c'est que bon, si vous avez fait l'école des mines, moi je sais vraiment des super diplômes, vous en faites pas, vous serez embauché dans une grosse boîte, vous prenez même souvent des parts de la boîte, vous avez des stock options, vous avez vraiment, si vous n'êtes pas mauvais, vous arrivez vraiment à vous en sortir, à faire des gros salaires. Par contre, vous rentrez dans la vie active assez tard. C'est pareil dans les professions médicales. Quelqu'un qui est médecin, il va démarrer dans la vie à 28, 29 ans. Donc si vous avez peu de diplômes et que vous avez on va dire un cursus différent, il faut commencer plus tôt. C'est pas que c'est une course avec les autres, mais le marché va en augmentation constante. Donc, si vous perdez du temps, vous pouvez pas le rattraper par la suite. Bon, on peut investir à tout âge, bien sûr, mais
Moi, j'ai voulu démarrer assez tôt. Cet appartement, je l'ai acheté donc 12 000, je l'ai vendu, je crois, 45 000. Voilà. Ensuite, j'ai pu acheter 2 appartements dans le même quartier qui se sont autofinancés. Voilà. Donc les revenus étaient plus élevés dans ce genre de quartier. Enfin, les revenus sont bas, mais comme les appartements sont encore plus bas, le rendement était plus fort. Donc j'ai acheté 2 F4 là-bas qui se sont autofinancés. Voilà, tout simplement. Et en 15 ans, ils se sont remboursés. Franchement, j'aurais pu faire plus. L'immobilier n'est pas mon métier. J'en ai fait un petit peu à côté. Donc, ce que j'explique aujourd'hui, c'est pas le plan de folie, c'est pas je suis milliardaire, mais c'est de dire qu'en étant malin, en étant observateur, en s'entourant de bonnes personnes, on peut quand même arriver à saisir des opportunités. Voilà. J'ai eu parfois dans ma clientèle ou dans mon entourage des gens qui avaient beaucoup plus de moyens et qui ont fait aussi des conneries, qui ont perdu de l'argent. Donc après, prendre les décisions au bon moment, c'est quand même hyper important. Donc, de fil en aiguille, j'ai pu acheter une maison à Montpellier-Village à 65 000 €. Alors, c'est vrai que je l'ai bien acheté, je l'ai bien vendu aussi. Et c'est assez important de faire une bonne affaire au départ et d'arriver à bien revendre si on le peut. Voilà. C'est pas toujours évident en fonction de la conjoncture, mais quand on le peut, on le fait. Cette maison, je l'ai achetée 65 000 €, je l'ai revendue 230 000. Faut pas oublier que la résidence principale, elle n'est pas taxée en impôts, elle n'est pas chargée en charges sociales. Donc, c'est intéressant de capitaliser sur une résidence principale. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune activité en France qui n'est pas taxée. Et qui n'est pas fortement taxée, on va dire, malgré tout. Même si on est dans un beau pays, ça peut être un frein. Donc arriver à faire une belle affaire sur une résidence principale, de la retaper sans du bricoleur ou de la faire retaper, ça peut être déjà une belle opportunité. Ce que j'avais fait avec le premier appartement, comme je l'habitais, j'avais pas eu d'impôt. Ça m'a permis de gagner une petite somme d'argent déjà intéressante au départ et quand même très très jeune. La maison 65 000, j'ai dû l'acheter assez tôt, hein. Je vais avoir 26-27 ans, 100 mètres carrés, 100 mètres carrés de jardin. Bon, à l'époque, c'est vrai que c'était aussi moins cher, mais les gens se précipitaient pas, hein, je vous assure. Moi, je sais que quand je l'ai visité, j'ai signé 1 heure après. Une opportunité, c'est tout de suite. C'est pas 2 jours après. J'en avais trouvé une autre pas chère, parce que c'était des maisons de défiscalisation, donc beaucoup s'étaient libérés en même temps. Un copain est venu me voir, il m'a dit « Ouais, c'est sûr, ce que tu dis, c'est cool et tout. » Bon, j'ai envie d'en acheter une aussi. Mais voilà, il réfléchissait trop. 48 heures après, elle était vendue. Je lui avais dit, tu signes, tu y vas tout de suite. Si tu changes d'avis, tu as 9 jours pour réfléchir. À trop réfléchir, on ne prend pas de décision. Et le passage à l'acte est hyper important dans tout ce que vous pouvez faire. De trop réfléchir, de dire on verra plus tard, vous reportez la décision et vous passez à côté d'une opportunité. Voilà. Et au final, par rapport à ma situation de l'époque, gagner de l'argent en plus-value dans le travail, enfin l'équivalent en travail, j'aurais pas pu. Il aurait fallu que je gagne des sommes astronomiques mensuelles. Ça aurait été impossible. Donc ensuite, j'ai pu... alors attendez, je passe le slide. Voilà. Donc ensuite, j'ai pu acheter une villa sur le toit à Port-Marianne. Donc là, j'ai pu changer de quartier. En fait, au début, j'étais au Cévennes, ensuite à Ovalie. Et ensuite, je suis venu, grâce à l'apport que j'avais et de la vente des 2 autres appartements, j'ai gardé les 2 F4, mais j'avais vendu le tout premier et la maison. J'ai pu acheter cette villa sur le toit que j'ai revendue il n'y a pas très longtemps, en fait. Voilà. Et donc, cette villa sur le toit, ça m'a permis aussi de continuer à me faire un réseau. J'ai pu gagner du temps, parce qu'en fait, comme elle est assez grande, j'ai pu faire mes coachings dans cette villa sur le toit. Plutôt que d'aller à droite à gauche dans des salles de sport et entraîner ma clientèle privée et d'aller dans des, à domicile, on perd un temps fou, on peut perdre son permis, voilà, c'est un peu ce qui m'est arrivé. En faisant 40 000 km par an, c'est vrai que ça devient vite infernal. On augmente les risques de blessures, d'accidents, etc. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas organiser mon travail pour proposer autre chose à ma clientèle et en plus monter en gamme. Pourquoi? Parce que selon la clientèle que vous avez, tout le monde n'a pas forcément envie, si c'est des personnes des fois un peu connues, de se retrouver en plus dans une salle de sport avec tout le monde. Non pas qu'ils sont dédaigneux, mais parce que si vous êtes patron d'un groupe de médias, ou vous êtes un patron connu localement, vous ne pouvez pas vous entraîner tranquille. Les gens viennent vous voir pour plein de choses, etc. Donc il y a des gens qui tiennent à leur confidentialité. Et ça m'a permis donc de pouvoir, pendant 8 ans, ces 8 dernières années, cette villa, je l'ai achetée à 33 ans et je l'ai vendue là, il y a quelques mois. Donc ça m'a permis de faire du coaching sportif privé en montant en gamme. Comme il y avait beaucoup de chambres, j'ai aussi fait des chambres d'hôtes. Voilà, donc j'ai travaillé les chambres d'hôtes pour monter aussi dans les notes sur Booking, Airbnb, avec un travail qui peut peut-être intéresser des personnes dans ce dont on a parlé tout à l'heure, et on aura sûrement l'occasion d'échanger sur ce sujet. Donc voilà, et je me dis finalement, quand j'avais 21 ans que j'ai acheté mon premier appartement, je sortais du CREPS. D'ailleurs, mon père
pas méchamment, je tiens à le dire, parce que je m'entends bien avec mon père et c'était pas le but, mais il a dit, écoute, prof de muscu, c'est pas un métier, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, c'est pas possible, quoi, c'est... Mais en fin de compte, en y réfléchissant, il n'avait pas tout à fait tort, mais en fait, le destin fait qu'on peut aussi, dans tout milieu, trouver quelque chose. J'avoue que moi, à ce moment-là, j'étais tellement passionné que je ne me voyais pas faire autre chose. C'est pas l'argent qui a guidé mes choix, en réalité. C'est que j'ai voulu faire ce que j'aimais. En faisant ce que j'aimais, j'ai passé énormément de temps sur ce sujet, et ça m'a permis de vendre mes prestations. Voilà. Je pense qu'on peut difficilement se dire, je vais être passionné pendant 10 ans juste pour gagner un petit peu sa vie, ou essayer de... C'est pas possible, soit on le fait à fond, soit on le fait pas. Les gens n'ont pas lâché une rémunération confortable si la personne n'a pas suffisamment d'expertise, en fait, c'est pas possible. Voilà. Et donc ça, c'est ce que je dis aux coachs qui veulent se lancer. Ne le faites pas parce que c'est un créneau, faites-le parce que ça vous passionne et que vous êtes en capacité de lire 200 bouquins, d'aller voir les meilleurs spécialistes en France, de payer d'autres coachs. Je me souviens, c'est vrai, quand on parle des infopreneurs, certains font du coaching par Skype, etc. Je sais, Yannick n'est pas là, mais je sais qu'il en fait et ça a un certain prix. Je sais que moi, à ce moment-là, j'avais pris en fait du coaching chez un super coach qui entraînait les champions, en fait. Et je crois qu'à l'époque, j'avais dû payer 3000 francs pour 3 mois, en fait, mais je l'avais vu 3 ou 4 fois, quoi. Donc pour l'époque, c'était vraiment des sommes énormes, qui étaient vraiment très très au-dessus. Mais en investissant ce genre de choses, on peut aussi avoir accès à des connaissances que les autres coachs ne font pas, tout simplement parce qu'ils ne sont pas prêts à l'effort de payer ce genre de choses ou de rencontrer ce genre de personnes qui sont bien au-dessus, en fait, en termes de compétences. Voilà. Donc là, de fil en aiguille, j'ai développé des communautés en ligne. Donc ces communautés sont en cours de refonte parce que j'avais fait tout ça quand même il y a pas mal de temps. Donc c'est très inspirant aujourd'hui de me retrouver avec des personnes comme vous, pas que les intervenants, mais aussi les personnes dans la salle qui sont venues faire ce séminaire. Parce que en discutant en table, j'ai vu que tout le monde avait des compétences dans quelque chose. Donc j'espère m'inspirer à mon tour des personnes que je vois aujourd'hui pour réussir ce que je vais faire demain. Voilà. Merci beaucoup Thierry. On a le temps de poser quelques questions, une séance de questions-réponses. Donc la première personne qui veut poser une question se lève. Oui. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci pour ce beau parcours. Je t'en prie. Ma question, ce serait, comment tu as commencé, pour te placer sur ce créneau-là de faire des coachings haut de gamme, comment tu as commencé? En fait, c'est vrai que c'est un peu con, mais je ne l'ai pas choisi. C'est-à-dire qu'en fait, j'habitais un petit village à côté de Céré, donc au départ, rien n'aurait été fait pour que je puisse faire ce genre de choses. En plus, à ce moment-là, pour être honnête, j'avais pas forcément énormément confiance en moi. C'est-à-dire que je m'entraînais énormément, j'avais appris énormément de choses, donc j'étais une forme de référent déjà dans les salles où j'allais, on me demandait des programmes, le patron m'avait demandé de faire un petit peu des cours, je parle vraiment j'étais à côté de Céré, donc vraiment, c'était pas forcément un endroit où j'aurais pu faire du coaching auprès de chefs d'entreprise, c'était pas assez gros. Mais en fait, après, j'ai voulu passer un diplôme à Montpellier, au CREPS de Montpellier. J'ai été salarié, et là, à ce moment-là, je me suis dit, le pivot, c'est Internet. Et je me suis dit, il y a 5% de connectés à Internet, ou peut-être 3 ou 4%, parce que vraiment, je veux dire, eBay n'existait pas, quoi, peut-être presque, hein, c'était eBazaar en France. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, les 4% de gens qui sont connectés à Internet, forcément, c'est des gens qui ont des moyens de prendre Internet, parce que ça coûtait beaucoup plus cher que maintenant. On le payait à la minute, déjà, c'était un peu fou. On avait des sommes astronomiques. Donc je me suis dit, je vais avoir tous les techos, tous les mecs qui sont passionnés, tous les mecs qui sont ouverts aussi au coaching, parce qu'il faut être un peu ouvert là-dessus. Il y a plein de gens qui vont dire, attends, je vais pas payer quelqu'un pour me torturer. J'exagère, mais physiquement, et faire du travail physique, c'était pas dans les normes de l'époque, en fait. Donc je me suis dit, en fait, en misant tout sur le référencement, parce que franchement, j'avais zéro moyen, j'avais acheté mon premier appartement, mais j'avais rien, franchement. J'avais pas de CDI, j'étais en CDD, voilà. Ça passait parce que l'appartement, ça faisait un crédit qui était très peu élevé, puisque la somme était ridicule. Mais donc, j'avais rien qui me prédestinait. J'habitais un quartier où il n'y avait aucune personne de ma clientèle possible, puisque c'était un des quartiers les plus pauvres. J'avais une voiture à 2000 euros, peut-être, ou 1000 euros, enfin, en francs, ou de 3000 francs, je ne sais plus. Mais je me suis dit, par Internet, je vais avoir mes premiers clients. Donc, j'ai tout misé sur le référencement. J'ai acheté des bouquins, j'ai passé tout mon temps à ça. J'avais un site plutôt pourri, finalement. Techniquement, je veux dire. Hein. Par contre, de contenu, j'avais essayé de bien le travailler. Par exemple, j'avais mis que des vraies photos. C'est vrai qu'à l'époque, tous les gens qui faisaient des sites, ils mettaient une speakerine, c'était que des photos tirées un peu des bibliothèques d'images. Moi, j'avais mis que du vrai.
des photos de mes diplômes, mon CV, qui je suis, d'où je viens, les passages radio, télé, etc. Donc c'est vrai que techniquement ça faisait un peu amateur, ça se voyait peut-être que je l'avais fait moi-même, mais les gens disaient merde, il y a vraiment quelqu'un derrière, et voilà. Donc, et les 4% de gens qui étaient connectés à Internet, ben voilà, j'ai eu mes premiers clients comme ça en fait. Aujourd'hui, on ne peut pas refaire pareil parce que, bon, évidemment, tout le monde est connecté maintenant, donc c'est pas forcément la même chose. Mais j'aurais d'autres conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans mon domaine, par exemple. Et tu les vendais par Internet? Par Internet ou en one-to-one au téléphone ou pour alors, elles conclure les ventes? Alors, elles m'ont contacté au début, très surprise, parce qu'en 2001, elles disaient, j'aurais jamais pensé trouver un coach à Montpellier, parce que bon, pour cette clientèle qui voyage beaucoup, etc., Montpellier, ça reste un petit village, enfin, c'est un peu le truc le plus du monde, hein, je veux dire, donc ils s'imaginaient pas trouver un coach connecté qu'un site internet, enfin, etc., parce que c'était pas le truc de l'époque, quoi. Donc les gens étaient très étonnés, donc oui, j'ai eu des contacts très rapidement. Un mois après avoir fait le site, j'ai eu mes premiers clients à Vauvert, et j'ai eu, bon, j'étais moins cher que maintenant, mais ça m'avait déjà permis de bien démarrer. Je crois qu'en 2001, je devais être à 30 € de l'heure, donc c'était pas des sommes énormes, mais bon, cumulé, ça commençait un petit peu par faire. Bon, aujourd'hui, je suis à 60, j'augmentais petit à petit. On parle de cours aussi qui se cumulent, donc c'est vrai que 30, ça paraît peu, mais si vous faites 3 cours par semaine, ça fait 90, et par mois, on est déjà à une somme qui est 4 fois celle-ci. Donc voilà. Mais voilà, non, par Internet. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'est pas... Maintenant, je pense pas que ça suffise, évidemment, parce que tout le monde a un site, tout le monde fait du référencement, tout le monde achète de la pub, tout le monde... donc il faut faire autre chose. Il faut le faire, mais il faut faire en plus autre chose pour se démarquer. Les événements comme le Dizenzo, c'est pas mal. Avec la communauté Planète Muscle, j'avais fait à l'époque pas mal d'événements. On faisait des soirées Planète Muscle à Paris après le salon du Body Fitness. On a fait des restaurants entiers, quoi. On était 150 et tout le monde venait. Sur Planète Muscle, je partageais aussi tous mes conseils gratuits à tout le monde, en fait. Voilà. Et les autres, du coup, c'était bien faire pareil. Il y avait d'autres coachs qui venaient, il y avait des champions, des journalistes, des gens qui avaient des problèmes de santé et ils expliquaient comment ils avaient réussi à se développer, enfin, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Ok, une deuxième question par ici, Thierry. Merci. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Je t'en prie. Tu as l'air de t'être beaucoup formé sur énormément de choses qui n'étaient pas au départ ta discipline première. Oui, donc, il y a encore d'autres sujets dont je n'ai pas parlé. Forcément, tu as un esprit, je pense, très curieux et tu as soif de connaître, tu as faim de connaissances. Mais est-ce que les personnes que tu as fréquentées à travers ton coaching, les chefs d'entreprise ou les personnes successful, est-ce que tu as échangé avec elles pendant ces coachings-là pour justement bénéficier de leur succès à elles? Oui, parce que en fait, quand tu entraînes quelqu'un pendant 10 ans, par exemple, bon, parce qu'il faut se dire que c'est des personnes qui n'ont vraiment aucun souci financier, donc la plupart du temps, voilà, il n'y a pas de contingence financière. Donc c'est des personnes, si vous devez prendre 4 ou 5 cours à 60 € par semaine, ça pose pas de souci, en fait. Voilà. Donc ces personnes-là, quand on les entraîne 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire 10 ans, ça devient... Même si on ne veut pas mélanger amitié, business, en coaching, vous ne pouvez pas avoir 20 000 clients. Vous en avez une quinzaine qui prennent entre 1, 2, 3, 4, 5 cours par semaine. Voilà. Donc je ne dis pas que tous deviennent des amis, mais plus ou moins après s'installe quand même une forme d'amitié et on échange et ça m'est arrivé de pouvoir échanger. Ces personnes, franchement, sont réellement inspirantes. Après, il y a de tout. Il y a des personnes formatées, il y a des personnes qui arrivent de la boîte de papa, qui la font fructifier, ils récupèrent un business à 4 millions d'euros, ils le revendent à 40. Mais ils le font un peu par sacerdoce, parce qu'ils les récupèrent parce que c'est la famille, et puis c'est pas pour autant qu'ils sont heureux, parce que c'est peut-être pas ce qu'ils voulaient faire aussi. Donc c'est pour ça que faire ce qui nous plaît est important aussi, je trouve. Voilà. Mais il y a eu pas mal d'échanges, ouais. Deuxième question par ici également. Bonjour. Bonjour. Petite question, vous êtes vraiment construit tout seul. Vous avez commencé comment au début? Vous avez forcément pris énormément de râteaux, je suppose. Tu parles pour le coaching, donc, c'est ça? Le coaching, les clients de manière générale, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit au début, il n'y avait pas Internet, c'était soit payant, etc. Donc vous avez dû démarcher un petit peu en relationnel direct? Alors, non. Enfin, oui et non. En fait, j'avais quand même pris pas mal d'assurance, parce que déjà, je m'étais pas mal développé. J'étais passé d'un stade où je pesais 55 kilos, j'avais mon site avec mon évolution. La communauté commence à s'accroître déjà à ce moment-là, donc je sais plus, en 2004, il y avait déjà 30-40 000 visites par mois, donc j'avais une forme d'autorité qui s'installait. Déjà, avant de venir à Montpellier, quand j'avais 20 ans, je sais que le patron de la salle où je m'entraînais, il me laissait les clés de la salle. Quand il y avait le prof qui n'était pas là, je faisais des cours à sa place. Bon, je faisais ça, c'était donné sans retour, parce que c'est un peu ce que disait Enzo. C'est que moi, là-dedans, ça me prenait simplement de prendre de l'expérience, en fait. Hein. Je n'étais pas professionnel à ce moment-là et je n'étais pas rémunéré. Mais ça m'a permis quand même, avant de passer le diplôme, déjà d'avoir donné des cours, d'avoir aidé des autres. Et en plus, j'avais vraiment cette envie d'aider les autres. C'est-à-dire que
Je me rappelle que même quand je m'entraînais, ben, j'échangeais beaucoup avec tout le monde et j'essayais d'inspirer les autres sur cet entraînement et de les motiver en fait. Et quand je suis arrivé à Montpellier, j'ai jamais démarché les gens individuellement parce que ça marche pas en fait pour ce genre de business. Si par exemple, j'ai vu des coachs qui mettaient des tracts dans toutes les boîtes aux lettres, c'est très difficile de toucher les 2-3% de personnes qui vont vous prendre des cours. Donc il faut trouver un moyen d'accroche différent. En fait, il faut arriver à toucher ces 3%-là. Si vous voulez toucher les 97% autres, il faut faire un business plus accessible où les gens vont payer 100, 120 euros par mois. Mais à 700 euros par mois, vous ne pouvez pas, ou à 500 euros par mois, s'adresser à tout le monde ne sert à rien et d'aller voir des personnes en ayant quelque chose à vendre ne fonctionne pas non plus. En fait, il faut aller voir les personnes sans rien avoir à vendre pour qu'ils achètent. Réellement quoi. Il y a très peu de râteaux quand on ose en fait. Après, les personnes disent pas oui à tout, hein, mais après, moi j'ai jamais forcé la main par exemple, j'ai jamais insisté pour vendre. Il faut pas le faire parce que ça permet pas de vendre. Donc je sais que quand des personnes sont pas sûres d'elles, savent pas si elles veulent démarrer, financièrement ne peuvent pas forcément, je préfère les orienter vers quelqu'un d'autre, vers une autre solution, plutôt que d'essayer de les avoir à tout prix pour gratter 10 cours. J'ai jamais fait ce genre de choses. Voilà. Et donc, en n'insistant pas, c'est vrai que parfois, il y a des personnes qui m'ont recontacté 3-4 ans après et qui se sont mis à prendre des cours 2 fois par semaine et où derrière, on a pu vraiment faire des belles choses, quoi. Mais c'est vrai que là, je vois sur LinkedIn, les gens vous contactent systématiquement pour vendre quelque chose. Bon, je trouve ça un peu débile. Voilà. Ça fait chier tout le monde. Non, mais sincèrement, hein, enfin, selon le business que vous faites, hein, si vous vendez quelque chose que tout le monde peut acheter, c'est intéressant, mais enfin, je sais pas, c'est comme quand je vois une pub de la lessive, si ça m'intéresse pas, je vais pas la regarder, je vais zapper la télé, donc il faut essayer de s'adresser à au bon panel en fait. Voilà, après, voilà. Ok, il faut savoir Thierry quand même que, on va dire, il est timide, il reste au premier rang, mais bien assis. On a un champion du monde dans cette salle qui nous vient d'une diagonale à quelque part entre Toulouse et Paris, je sais pas précisément, mais voilà. Donc déjà, merci d'être là. Et du coup, est-ce que tu as déjà eu des expériences, c'est une question personnelle, avec des personnes qui ont atteint du très très haut niveau, ou Oui, c'est vraiment du business VIP? Non, j'ai entraîné des personnes aussi à haut niveau. À l'époque, j'avais entraîné une équipe de VTT. En fait, à haut niveau, il y avait une dizaine de personnes. Et à l'époque, il y avait Marc Quesso qui était champion du monde, par exemple. Voilà. Donc, j'ai entraîné aussi des personnes en MMA, Mathias Rissot, qui a fait des Great Rage. Après, ça n'a pas été vraiment ma clientèle, parce que je me suis orienté plutôt vers des chefs d'entreprise. Mais le haut niveau m'a toujours plu aussi, en réalité. Mais c'est vrai que ça a été moins mon business après. J'ai trouvé que c'était très aléatoire. J'ai vu aussi que dans les clubs de foot, par exemple, ou de rugby, quand on veut se spécialiser, à condition d'acquérir les connaissances, d'avoir les codes, etc., quand un nouvel acheteur arrive, tout le monde dégage souvent, par exemple. Même si vous faites du bon travail, les personnes placent les personnes de leur équipe. Encore une fois, on arrive à quelque chose où c'est difficile de pouvoir... Enfin, ça dépend pas forcément que nous, je veux dire. Voilà. Mais après, voilà, le haut niveau m'intéresse aussi. Allez, encore une dernière question. Tiens, David, en avant. Donc, David, moi je suis particulièrement intéressé par les deux aspects, l'immobilier, la réussite, et je te connais Thierry parce que tu étais intervenu ou tu étais venu à une réunion au Krebs de Montpellier avec Olivier Morelli et exactement, ouais. Donc voilà. Pour autre chose dont j'ai pas parlé aujourd'hui en fait, parce que... Voilà, et donc bravo pour ta carrière. Moi je viens du monde aussi de la muscu, j'interviens au Krebs quand on forme les futurs profs de muscu. Super. Les planètes muscles j'ai connu, j'étais powerlifter et j'avais suivi pas mal de cours. Énorme, super. Donc merci pour ça, pour les... Moi, ça fait plaisir. Voilà. Et tu parlais de stratégie il y a 15 ans, Internet et tout, tu étais un des premiers. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes qui sortent coach sportif comme stratégie de développement, sachant que maintenant, comme tu dis, sur Internet, coach Montpellier, il y a 400 pages, et qu'être référencé sur la première, si on sort pas 500 euros par mois, ben, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu conseillerais comme axe stratégique? Alors je pense qu'en fait, quand on est dans des métiers de niche comme ça, je sais pas si ça sert à quelque chose de mettre 500 euros de pub mensuellement. Peut-être que oui, j'avoue que j'ai pas de retour, puisqu'après j'ai acquis ma clientèle. Mais par contre, il y a d'autres actions qui peuvent être faites. Des choses que j'ai pas forcément fait, mais que si je me lançais aujourd'hui, je le ferais. Par exemple, des événementiels. Bon, ils ont parlé d'apéro, etc., mais on peut imaginer un coach qui organise un petit lunch au Marriott ou au Pullman. Tu fais une belle présentation, tu mets un petit costume sympa, tu présentes une petite keynote sur l'hygiène de vie. Je sais pas moi, le sport sur ordonnance, en ce moment, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Tu vois, il y a d'autres dynamiques qui sont en train d'arriver aujourd'hui.
Et je suis sûr que par ce genre d'événement, tu peux arriver à capter du monde. Après, je pense que les coachs doivent mutualiser leurs moyens. Avant, il n'y avait pas de coach, donc je ne pouvais pas mutualiser les moyens, j'étais tout seul. Mais maintenant, il y a plein d'autres coachs. Donc pourquoi ne pas acheter des équipements en commun pour les payer moins cher? Pourquoi ne pas, avoir son propre endroit, en fait? Moi, j'ai eu mon propre endroit, mais parce que j'avais acheté de l'immobilier avant, en fait. Mais un coach de maintenant, il ne peut pas dire j'achète une villa sur le toit comme ça. Donc il faut réfléchir différemment. Mais pourquoi pas, ne pas avoir un endroit à plusieurs? Ça rentabilise les coûts et vous partagez. Avec des règles. Par exemple, moi je l'avais un peu réfléchi il y a 5-6 ans, j'avais contacté quelques coachs de Montpellier et j'avais dit voilà, pourquoi on ne mettrait pas chacun entre 30 et 50 000 euros, c'est pas forcément beaucoup. On essaye d'être entre 10 et 20 coachs, on met cet argent sur la table, on se sert de cet effet de levier pour emprunter, on achète un bâtiment, il y a une SCI, chacun a des parts de la SCI, pacte d'actionnaires en cas de départ d'un coach, ça revient aux autres, et puis en avant quoi. Tu vois, ça par exemple c'est de la mutualisation, mais tu peux faire ce genre de choses. On peut même imaginer des modèles hybrides où la salle de sport peut être ouverte à tout le monde avec un tarif où il y a une forme de coaching avec 1, 2 ou 3 cours compris dans l'abonnement annuel par exemple, ou mensuel. Et si la personne s'engage sur 12 mois, elle a 3 coachings offerts par exemple. Et on peut imaginer que les coachs soient actionnaires de l'entreprise. Il faut avoir un peu de fonds au départ quand même, tu vois. Tu peux pas faire ça avec zéro, mais il faut être en capacité de pouvoir avoir un petit crédit ou quelque chose. Comme le premier appartement que j'ai acheté, voilà, tu vois, j'ai bien fait un crédit. Voilà. D'accord. Ok, donc avant c'était individualiste, maintenant comme il y en a tellement, autant fusionner les forces un petit peu. Voilà, après le problème c'est que les coachs entre eux s'entendent pas trop. Moi je me souviens que j'ai déjeuné avec des coachs à l'époque, en 2005, 6, 7, etc. Ils avaient pris un max de conseils, en fait, sur quoi je partageais beaucoup, tu vois. Bon, après quand d'autres coachs se lançaient, eux, ils les aimaient pas du tout, quoi. Hein. C'était vraiment, faut pas être comme ça. De toute façon, si tu fais pas l'affaire, un autre coach prendra ton bien sûr. Après, la plus-value, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus au niveau de la personnalité. C'est tes connaissances, si tu veux. Et je veux dire, je connais des coachs à Montpellier aujourd'hui qui sont très très bons dans le domaine du coaching sportif. Mais en fait, en plus, on fait même pas exactement les mêmes choses, si tu veux. Tu vois. Je connais une coach, par exemple, elle est spécialiste du pilate. Je n'atteindrai jamais son niveau, tu vois. Et puis si demain il y a un coach qui est bon dans le même domaine que moi, pourquoi ne pas mettre des choses en commun, après tout, tu vois. On va dire sur 400 coachs, bon, t'en as quand même au moins 300 qui n'arriveront jamais à avoir de clients, ça c'est sûr. Ouais, parce qu'ils n'ont pas assez potassé le truc. Ils ont passé le diplôme parce que c'est pas trop dur, mais le diplôme ne suffit vraiment pas ah oui, ça on est d'accord. Et après, dans ceux qui ont passé des diplômes très avancés de type faculté, ils sont devenus très conceptualistes. C'est-à-dire que pour eux, tout devient intellectuel, tout devient concept. Donc quand ils ont un client, ça devient chiant. Voilà. Le client, il ne peut pas payer 60 € sur 4 cours par semaine pour faire un cours en université. Il a déjà géré 500 salariés dans la journée. Il veut avoir un bon moment, sympa, parler de sujets d'actualité qui n'ont pas de rapport forcément avec la méthodologie sportive, tu vois. Et donc il faut arriver à trouver des profils qui comprennent ça assez rapidement, en fait. Voilà. Bon, après j'avais des potes, hein, je suis super pote avec Didier Ress, par exemple, qui était modérateur sur une de mes communautés de l'époque, parce que j'avais pas monté que Planète Muse, j'avais Planète Fitness. Didier Ress était par exemple modérateur dessus, on s'est connus comme ça. C'est un mec, voilà, il était vraiment pas fait pour faire du coaching, mais il a gagné 20 fois plus en faisant autre chose. Il a écrit des bouquins, il est devenu consultant. Il a monté 5 écoles pour les coachs. Il faut essayer de savoir là où on est bon, je veux dire. Tu vois, lui, ça le fait chier d'entraîner un chef d'entreprise, il en a rien à foutre, tu vois. Mais il a trouvé une voie qui est encore mieux, tu vois. Donc je pense qu'il faut aller vers là où on se sent à l'aise, peut-être, tu vois. Voilà. Mais on rediscutera, on va s'échanger. Voilà. Allez, une dernière question Thierry pour ma part, parce que je suis assez fan de sport aussi. Avec plaisir. Et ton analyse du business des salles de muscu en automatique, je veux pas les citer, mais en gros tu rentres, tu badges et tu peux rentrer jusqu'à 23h. Est-ce que tu vois ce genre de business? On a vu ce matin un spécialiste du e-commerce qui à grande échelle. Oui. Et qu'est-ce que tu juges? Est-ce que tu as vu des succès phénoménaux ça depuis 4 ans? Oui, alors il y a un truc, c'est que je m'occupe aussi de développer le réseau sport d'une start-up qui a levé 8 millions d'euros à Montpellier, et je fais ça depuis maintenant 3 ans. Donc je rencontre tous les gros réseaux de fitness, de clubs de sport en France en fait. Donc c'est vrai que sans prétention, je les connais un petit peu quoi. Donc je suis tout ce marché. Et en fait, tous ces clubs libre-service ont été ultra critiqués. Tout le monde les a pourris, les éducateurs sportifs les premiers. Et au Krebs, je me rappelle, moi je connais Bruno Parietti, tu vois, mais aussi les autres qu'il y a eu avant, etc., etc. C'est vrai que les coachs et les éducateurs pourrissent ces clubs. Mais à un moment donné, il faut se poser la question suivante. Si les personnes sont prêtes à payer une salle le même prix, simplement parce qu'elle est ouverte plus souvent,
parce qu'elle est propre, bien présentée, bien équipée, sans coach. Enfin, sans coach. C'est pas des coachs individuels, c'est des personnes qui sont dans la salle et qui animent, on va dire. Si les personnes sont prêtes à payer plus cher ou le même prix, sans qu'il y ait d'éducateur sportif, on va dire, pour être dans les bons termes, sur du libre service, c'est que l'éducateur sportif, malheureusement, n'a pas de valeur ajoutée. Et c'est dur de dire ça, alors que j'ai passé des diplômes d'éducateur sportif. Mais si aujourd'hui on ne se pose pas cette question-là, on ne se remet pas en cause, en fait, on ne pourra pas sortir de ces débats. Voilà. Et aujourd'hui, des personnes qui ont monté 15 clubs locaux de salles en libre service, ils ont permis à plein de personnes de s'entraîner à des horaires où dans les salles traditionnelles, ils n'auraient jamais pu s'entraîner. Donc moi, je l'ai vu comme une très très grosse avancée en réalité. Donc je suis un peu à contre-courant de ce qui se dit, et j'hésite pas à le dire parce que je dis ce que je pense. Mais pourquoi les autres salles avec des spécialistes n'ont pas ouvert leur salle plus longtemps après tout? Ils avaient le droit de le faire, tu vois. Et finalement, pourquoi obliger les gens à payer une prestation? Moi, j'ai pas envie qu'on m'oblige à me payer, j'ai envie que les gens me payent s'ils en ont envie, en fait. Et je trouve que de séparer l'accès à l'équipement et l'enseignement, moi, ça m'a permis de valoriser mon enseignement, finalement. Et j'ai souvent pris la défense de ceux qui ont monté ces salles en libre service parce que j'ai trouvé que c'était un bienfait. Avant, on ne pouvait pas s'entraîner tard le soir, on ne pouvait pas s'entraîner tard le matin. Aujourd'hui, on peut, donc davantage de monde fera du sport. Alors après, il y a sans doute des choses à améliorer. Mais voilà ce que moi j'en pense. Et je pense que c'est l'avenir, en fait. Aux États-Unis, il n'y a pas de salle où quand vous payez $30 par mois, vous avez plein de gens qui vous font tout. C'est pas possible au niveau du prix. Voilà. Exactement. Merci voilà. beaucoup. Et par contre, ça donne beaucoup de place au coach, du coup. Voilà. Tu vois, c'est un effet, tu vois. Voilà. Donc, il est temps. Donc, déjà, une standing ovation. Vous pouvez vous lever, c'est l'heure de la pause.